sur l'histoire de l'art, écrit par Ernst Gombrich, qui est un des livres les plus connus en termes d'histoire de l'art et qui est conseillé souvent aux étudiants de première année qui travaillent, qui étudient du coup dans le domaine de l'art et de son histoire. Et en fait, j'ai acheté le livre durant ma L1, donc le voici. Il est énorme, hein, comme vous pouvez le voir, il est gigantesque. Il y a 500 pages à lire et il y a d'autres pages juste après d'images, en gros, vu que c'est des études de cas, etc. Ça cite énormément d'œuvres d'art. Donc voilà. Et en fait, je l'ai acheté pour ma L1 et devinez ce que j'en ai fait. Absolument rien, je l'ai jamais lu. Du coup, je l'ai fait juste acheter pour faire joli. Je sais même pas combien il m'a coûté. C'est pas écrit, je sais pas. Et waouh, voilà, texture par contre. Oh my god. Oh my god. Est-ce que vous pouvez voir, c'est rugueux un peu la texture, genre c'est pas... Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas vous lire ce magnifique livre? Et c'est ce que je vais faire. Ça va prendre 3 ans, hein, clairement, si je fais une série de vidéos là-dessus. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, si vous êtes intéressé par un peu les lectures chuchotées. Et je pourrais même essayer d'en faire en soft spoken si vous souhaitez. J'avoue que j'en ai jamais fait du soft spoken, mais ça pourrait être intéressant. Et je me dis que pourquoi pas commencer dès à présent la lecture, tout simplement. Alors il faut juste que je trouve une position qui va m'être agréable pour pouvoir lire. On va essayer comme ça. Allez, c'est parti. Donc là c'est la préface du livre, j'ai très peur de voir combien de pages elle va faire. Alors c'est parti. Ce livre est destiné à tous ceux qui éprouvent le besoin d'avoir une première vue d'ensemble sur un domaine particulièrement divers et attirant. Son but est de faire ressortir les grandes lignes sans troubler le débutant par une excessive accumulation de détails. Il voudrait apporter un certain ordre, une certaine clarté dans l'abondance de noms propres, de dates et de styles qui compliquent quelque peu les ouvrages plus spécialisés et préparer ainsi le lecteur à les consulter utilement. En écrivant ce livre, j'ai pensé surtout à des lecteurs jeunes, à des adolescents qui viennent de découvrir le monde de l'art. Je n'ai d'ailleurs jamais songé que les ouvrages destinés à la jeunesse doivent différer de ceux qui s'adressent aux adultes, si ce n'est en cela que, s'adressant à un public particulièrement sévère dans sa critique, ils doivent éviter toute tendance à employer un jargon prétentieux ou à exprimer des sentiments conventionnels. En fait, je pense que la préface ne va pas être non plus hyper intéressante, dans le sens où il va surtout dire en gros pourquoi il a écrit ce livre, certes, mais d'accord, en fait il y a plusieurs versions de préface, je suis choqué. En fait il y a toutes les préfaces qu'il a écrites pour chaque version du livre qu'il a faite. On va plutôt lire l'introduction. Alors, introduction, l'art et les artistes. C'est parti. Disons nettement tout d'abord qu'à la vérité, l'art n'a pas d'existence propre. Il n'y a que des artistes. En des temps très lointains, ce furent des hommes qui, à l'aide d'un morceau de terre colorée, ébauchaient les formes d'un bison sur les parois d'une caverne de nos jours. Ils achètent des couleurs et font des affiches. Dans l'intervalle, ils ont fait pas mal de choses. Donc là, il parle de l'art paléolithique, que j'ai fini par étudier à un certain moment pour en exposer, et c'est hyper intéressant d'ailleurs. Il n'y a aucun inconvénient à nommer l'art. Il n'y a aucun inconvénient à nommer art l'ensemble de ces activités, à condition toutefois de ne jamais oublier que le même mot recouvre 100 choses diverses, se situant différemment dans le temps et dans l'espace, à condition aussi de bien comprendre que l'art, pris comme une abstraction, l'art avec un grand A, n'existe pas. Il est de fait que, de nos jours, cette notion d'art avec un grand A est devenue une espèce d'idole doublée d'un épouvantail. On peut écraser un artiste en lui disant que ce qu'il vient de faire n'est peut-être pas mal dans son genre, mais que ce n'est pas de l'art avec un grand A. Et on peut confondre un brave homme qui admire un tableau en lui affirmant que ce qu'il aime dans cette œuvre, ce n'est pas l'art lui-même, mais quelque chose d'autre.
mauvaise raison d'aimer une statue ou un tableau. On peut aimer un paysage parce qu'il nous rappelle notre pays, ou un portrait parce qu'il évoque le visage d'un ami. Il n'y a là rien d'absurde. Il est inévitable, et nous sommes tous logés à la même enseigne, qu'un tableau évoque en nous 1001 souvenirs qui pèsent sur notre plaisir ou sur notre aversion. Tant que ces souvenirs nous aident à apprécier ce que nous voyons, il n'y a pas lieu de s'en soucier. Mais lorsque quelques souvenirs incongrus viennent fausser notre jugement, lorsque, par exemple, nous nous détournons instinctivement d'une peinture figurant un admirable paysage alpin parce que nous avons horreur de grimper, il devient nécessaire de bien examiner les raisons d'une aversion qui cache un plaisir que nous aurions normalement dû éprouver. Il y a certainement de mauvaises raisons de mépriser une œuvre d'art. La plupart des gens aiment trouver dans un tableau ce qu'ils aiment dans la réalité. Une telle préférence n'a rien d'anormal. Nous aimons tous la beauté dans la nature et nous sommes reconnaissants à celui qui a su la fixer dans son œuvre. Certes, un artiste ne songerait pas à nous en faire un grief. Lorsque Rubens dessina un portrait de son jeune fils, le grand peintre flamand était fier de la beauté de son enfant. Il désirait certainement nous la faire admirer, mais cette tendance au joli et au plaisant risque de nous faire trébucher si elle nous conduit à écarter des œuvres traitant d'un sujet moins séduisant. Le grand peintre allemand Albrecht Dürer a sans doute dessiné le portrait de sa mère avec autant d'amour et de dévotion que Rubens, retraçant le visage de son fils. Cette étude pénétrante de la vieillesse sur le déclin peut nous heurter, mais si nous luttons contre cette répugnance instinctive, nous en serons grandement récompensés. Car, dans sa terrible sincérité, le dessin de Dürer est un chef-d'œuvre. Nous comprendrons assez vite que la beauté d'un tableau ne coïncide pas avec l'agrément de son sujet. Je ne saurais vraiment pas décider si les gamins loqueux que le peintre espagnol Murillo aimait représenter étaient beaux ou non, mais il est certain que tels qu'il les ait peints, ils ont infiniment de charme. De même, on trouvera peut-être assez indifférent l'enfant qui figure dans l'intérieur du Hollandais Peter de Hooch, et pourtant c'est là un tableau magnifique et d'une grande séduction. La notion de beauté a ceci d'inquiétant que le goût et les canons du beau varient à l'infini. Voici deux peintres datant du XVe siècle et représentant des anges jouant du luth. Beaucoup préféreront l'œuvre de l'italien Melozzo da Forlì, si pleine de charme et de grâce, à celle de son contemporain flamand Hans Memling. Pour ma part, je les aime l'une et l'autre. Peut-être faut-il un peu plus d'attention pour saisir la beauté qu'exprime l'ange de Memling, mais lorsque sa subtile gaucherie aura cessé de nous gêner, il nous semblera parfaitement adorable. Ce qui est valable pour la beauté l'est aussi pour l'expression. En fait, c'est souvent l'expression d'une figure peinte qui nous la fait aimer ou détester. Certains sont attirés par une expression facilement compréhensible qui, par là même, les émeut profondément. Lorsque Guido Reni, peintre italien du XVIIe siècle, a représenté le visage du Christ en croix, son intention était certainement que le spectateur pût y trouver toutes les souffrances et tout le rayonnement de la passion. Quantité d'hommes, à travers plusieurs siècles, ont tiré consolation et réconfort d'une telle image du Sauveur. Les sentiments qu'elle exprime sont si puissants et si limpides qu'ils ont nécessité d'innombrables copies que l'on rencontre dans des chapelles perdues et dans les demeures les plus modestes, là où personne ne se soucie de l'art avec un grand A. Mais si cette expression intense d'un sentiment nous émeut, ce n'est pas une raison pour nous détourner d'œuvres dont l'expression est peut-être moins facile à comprendre. Le peintre italien du XVIIIe siècle, auteur du crucifix dans la planche 8, je vous montrerai du coup pour chaque planche les images qu'il nous montre un détail, a certainement ressenti le drame de la passion aussi sincèrement que Guido Reni, mais pour comprendre son sentiment, il faut tout d'abord nous familiariser avec sa manière de travailler. Lorsque nous aurons bien pénétré ces différentes manières de s'exprimer, peut-être même en viendrons-nous à préférer des œuvres d'art d'un sentiment moins directement évident, plus secret que celui de Guido Reni. De même que certains préfèrent un homme sobre de paroles et de gestes, ne se livrant pas entièrement, il en est qui savent apprécier des œuvres peintes ou sculptées qui leur laissent quelque chose à découvrir, sur quoi méditer dans les œuvres primitives dues à des artistes moins habiles que ceux d'aujourd'hui à représenter visage et attitude, et il est souvent particulièrement émouvant de suivre l'effort pour rendre manifeste le sentiment à exprimer. Alors il faut savoir que dans
les Occidentins parlaient souvent de l'art oriental comme un art primitif. On adore. Et du coup, c'est de ça dont il parle actuellement. Mais ceux qui s'initient à l'art butent souvent sur une autre difficulté. Ils veulent admirer avant tout la maîtrise de l'artiste à représenter le monde visible et recherchent des tableaux qui ont l'air frais. Je ne songe pas un seul instant à nier la légitimité d'une telle conception. La patience et l'habileté qu'implique un rendu fidèle de la réalité sont certes dignes d'admiration. De grands artistes du passé se sont appliqués à des œuvres où chaque détail est soigneusement fixé. L'aquarelle de Dürer représentant un lièvre est un des exemples les plus connus de ce zèle patient. Mais qui pourrait dire que l'éléphant dessiné par Rembrandt est moins remarquable par le simple fait qu'il comporte moins de détails. Rembrandt était un magicien qu'il a su nous donner en quelques traits de pierre noire la sensation de la porosité de l'éléphant. Mais dans leur amour un peu maniaque de la réalité, ce n'est pas seulement l'exécution rapide ou sommaire qui choque beaucoup de gens. Ils sont bien davantage heurtés par des œuvres qu'ils considèrent comme dessinées d'une façon incorrecte, et cela particulièrement lorsqu'elles se rattachent à une époque relativement récente, époque où l'artiste aurait dû en savoir plus long. En fait, il y a nul mystère dans ces déformations de la nature qui reviennent si souvent sur le tapis dans les discussions sur l'art moderne. Quiconque a vu un dessin animé ou simplement des caricatures sait bien qu'il est souvent juste de dessiner les choses différemment de ce qu'elles paraissent, de les modifier et de les déformer d'une manière ou d'une autre. Si Mickey Mouse ne ressemble pas à une vraie souris, à la manière d'une photographie d'un album de famille, qui songerait alors à s'en plaindre? Aussi bien, ceux qui se laissent aller au charme des créatures de Walt Disney ne songent guère à l'art. En regardant ces films, ils laissent à la porte les préjugés dont ils aiment à s'encombrer lorsqu'ils visitent une exposition d'art contemporain. Et si un artiste moderne se permet de dessiner quelque chose à sa façon, il sera vite considéré comme un barbouilleur incapable. Pourtant, quoi que nous pensions des artistes modernes, nous pouvons en tout cas leur accorder le minimum de savoir nécessaire pour réaliser un dessin correct. S'ils s'en écartent, ils ont pour cela leurs raisons, et ces raisons s'apparentent à celles d'un Disney ou de tel ou tel caricaturiste. La planche 11 montre une illustration d'une histoire naturelle illustrée par un des plus grands artistes contemporains, Pablo Picasso. Burke. Il faut boycotter cet artiste. Personne ne songerait à critiquer cette charmante image d'une poule et de ses poussins, mais pour dessiner un jeune coq sur la planche 12, Picasso ne s'est pas contenté du simple rendu de la silhouette de l'animal. Il a voulu mettre en relief son caractère agressif, son insolence stupide. En somme, il a eu recours au procédé de la caricature. C'est bien une caricature qu'il a faite et d'une force singulière. Aussi, lorsqu'une peinture ou un dessin ne nous paraît pas correct, nous devrions toujours nous poser deux questions. D'abord, l'artiste n'a-t-il pas eu ses raisons d'apporter quelques modifications d'apparence? Sur ce chapitre, les choses nous paraîtront de plus en plus claires à mesure que nous suivrons le récit de l'évolution des arts. D'autre part, avant de condamner une œuvre pour son dessin incorrect, il faut encore nous demander si nous sommes bien sûrs d'avoir raison et si nous sommes bien sûrs que le peintre a tort. Nous avons tous tendance à décider sans aucune réflexion que les choses sont ou ne sont pas comme ça. Assez étrangement, il nous semble toujours que la nature doive ressembler aux images auxquelles nous sommes habitués. Cela est parfaitement illustré par une curieuse découverte faite dans un passé relativement récent. Durant des siècles, des foules de gens, aux courses et à la chasse, ont observé des chevaux au galop. Des foules de gens ont pris plaisir à des tableaux ou à des gravures montrant des chevaux galopant derrière une meute ou dans le feu d'une bataille. Et il semble que personne n'ait jamais su voir comment court vraiment un cheval. Des meilleurs au pire, tous les peintres ont représenté des chevaux aux jambes entièrement déployées, fendant l'air, comme l'a fait Théodore Géricault dans son célèbre tableau des courses d'Epsom, planche 13. Il y a 80 ans environ, quand la photographie fut assez perfectionnée pour permettre des instantanés très précis, on s'aperçut que peintres et amateurs avaient jusqu'alors persévéré dans la même erreur. Un cheval au galop n'est jamais passé par les attitudes qui nous paraissent naturelles. Le cheval ramène alternativement ses jambes vers son corps à mesure qu'elle quitte le sol. À planche 14. Si nous y réfléchissons un instant, il nous sera évident qu'il ne pouvait guère en être autrement. Pourtant, lorsque les peintres voulant appliquer cette découverte se mirent à représenter des chevaux dans les attitudes qu'ils prennent réellement, on trouva généralement que ces peintures manquaient de vraisemblance. C'est évidemment là un exemple extrême. Il ne faudrait pas croire cependant que des erreurs de cet ordre soient exceptionnelles. Nous avons une certaine tendance à n'admettre comme vrai que des formes et des couleurs parfaitement conventionnelles. Qu'un enfant prête
aux astres une forme géométrique en étoile, il n'y a pas là de quoi nous surprendre. Mais vouloir absolument que dans un tableau le ciel soit bleu et l'herbe verte, c'est, si l'on réfléchit un tant soit peu, raisonner à peu près à la manière de cet enfant. Au lieu de se fâcher en voyant ciel ou prairie traduit par d'autres couleurs, il faudrait mieux s'efforcer d'oublier tout ce que nous croyons savoir et de voir le monde comme s'il s'offrait pour la première fois à nos regards. Si nous faisons cet effort avec une entière bonne foi, nous pourrons fort bien découvrir que les choses sont sujettes à se présenter sous les couleurs les plus surprenantes. Or, les peintres savent jeter sur le monde ce regard nouveau. Ils désirent voir le monde avec fraîcheur en laissant de côté les préjugés, les notions toutes faites sur la couleur, de chaque chose. La chair rose, les pommes jaunes ou rouges, et ainsi de suite. Il n'est pas si simple de s'affranchir de ces idées préconçues, et les artistes qui s'y réussissent le mieux créent généralement les œuvres les plus puissantes et les plus fécondes. Ce sont eux qui nous apprennent à découvrir dans la nature des beautés nouvelles que nous n'aurons pas soupçonnées. Instruit par eux, notre regard percevra dans le paysage quotidien un caractère fantastique auquel l'habitude nous empêchait d'accéder. Il n'est pas pire obstacle à notre compréhension des grandes œuvres d'art que notre refus de répéter habitudes et préjugés. On condamne souvent un tableau qui représente un sujet familier d'une façon inattendue, sans autre motif que ce caractère insolite. Plus nous avons vu de représentations d'un même sujet, plus nous sommes convaincus qu'on ne peut, dans la manière de le traiter, s'écarter de la tradition. On est parfois particulièrement pointilleux lorsqu'il s'agit de sujets bibliques. Pourtant, nous savons tous que les Écritures ne nous disent rien de l'aspect physique du Christ, et que représenter Dieu sous une forme humaine est une gagueur. Nous savons que les images auxquelles nous sommes accoutumés sont la création des artistes du passé, mais cela n'empêche pas que beaucoup voient quelque chose de blasphématoire à s'écarter de ces formes traditionnelles. Ce sont d'ailleurs généralement les artistes qui ont étudié les Écritures de plus près qui ont essayé de se faire une image vraiment nouvelle et fraîche des épisodes de l'histoire sainte et qui, tâchant d'oublier toutes les figurations antérieures qu'ils connaissent, ont vraiment tenté d'imaginer la façon dont ces augustes scènes se sont déroulées. Les bergers en adoration autour du Christ, enfant couché dans la crèche, un pêcheur qui abandonne tout pour prêcher l'évangile. Combien de fois ce désir d'un grand artiste de lire le texte sacré comme une seule chose tout à fait nouvelle a-t-il heurté et indigné un public irréfléchi? Typique à cet égard est le scandale suscité vers 1600 par Caravage, peintre extrêmement audacieux qui révolutionna l'art italien. Il avait reçu mission de peindre un Saint Matthieu pour une église romaine. Le saint devait être représenté écrivant son évangile, et pour exprimer que l'évangile est parole divine, un ange devait être figuré aux côtés du saint, guidant son inspiration. Caravage, jeune artiste, intransigeant à l'imagination fertile, chercha à s'approcher le plus près possible de ce qui avait pu être un pauvre et vieux travailleur, placé tout à coup devant la tâche de faire par écrit le récit d'événements solennels. Il peignit son Saint Matthieu, planche 15, chauve, jambes nues, les pieds couverts de poussière, serrant gauchement contre lui le lourd infolio, fronçant les sourcils, concentré dans un effort qui ne lui est pas familier. À côté du saint, l'artiste a peint un ange dont la jeunesse semble arriver tout droit des cieux et qui guide avec douceur la main maladroite du vieillard. Lorsque ce tableau fut livré à l'église dont il devait orner un autel, il fit scandale et on crut y voir un manque de respect pour l'évangéliste. La peinture fut refusée et Caravage dut recommencer. Cette fois, il évita tout risque en s'en tenant strictement aux conventions admises quant à l'aspect d'un ange ou d'un saint, planche 16. Il en est tout de même résulté un bon tableau, car Caravage s'est efforcé de le rendre vivant en attachant, mais nous sentons bien que cette œuvre est moins sincère que la première. Cette mésaventure met en évidence combien peut être nuisible ceux qui critiquent et dédaignent une œuvre d'art pour des raisons qui n'en ont rien à voir avec la question. De plus, et ceci est plus important encore, elle fait bien toucher du doigt que ce que nous nommons œuvre d'art n'est pas le produit d'une activité plus ou moins mystérieuse, mais bien un objet fait de main d'homme pour l'usage d'autres hommes. Accroché au mur du musée, protégé contre la curiosité trop directe du visiteur, un tableau prend un caractère abstrait et comme lointain. Pourtant, à l'origine, il avait été fait pour être examiné de près, pour être pris en main, pour être marchandé. C'était un objet de convoitise, à l'occasion un sujet de dispute. Il ne faut pas perdre de vue que chacun de ces détails, chacun de ces traits résulte d'un choix de l'artiste que, peut-être après mûre réflexion et hésitation,
successivement quantité de modifications. Cet arbre sous complant, fallait-il le laisser tel quel ou le repeindre? Une touche heureuse a pu conduire à donner un éclat imprévu à un nuage doré par le soleil. Telles figures n'ont peut-être été ajoutées qu'à contre-cœur sur l'insistance d'un client. La plupart des tableaux et des statues, et qui sont aujourd'hui alignés sur les murs de nos musées, n'ont pas été conçus en vue d'une telle présentation. Ils ont été exécutés à une occasion particulière et dans un but précis que l'artiste avait en tête lorsqu'il travaillait. Il faut bien dire que ces notions de beauté ou d'expression, que souvent les profanes ont quelque peine à préciser, sont rarement mises en avant par les artistes. Il n'en a toujours pas été ainsi, mais c'est un caractère commun au temps présent et à de nombreux siècles passés. Cela s'explique en partie du fait de la réserve et du véritable artiste qui sentirait le ridicule de mentionner l'expression de ses sentiments et autres banalités. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'apentir. Hein? Non, n'importe quoi. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'apesantir sur ce qui va de soi. C'est de là une bonne raison. Mais il en existe une autre. Parmi les soucis quotidiens de l'artiste, ce genre d'idée générale joue un rôle beaucoup moins important que ne le croit, semble-t-il, le grand public. Ce qui préoccupe l'artiste lorsqu'il imagine son tableau, lorsqu'il fait une esquisse, lorsqu'il se demande si son œuvre a atteint son point d'achèvement, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat à traduire par des mots. Peut-être se demande-t-il tout simplement si cela va comme ça. Et c'est seulement quand nous aurons bien compris la signification de cette question, si simple et si vague en apparence, que nous commencerons à saisir de quoi il s'agit vraiment. Pour pénétrer cette espèce de mystère, je crois que notre propre expérience peut être de quelque secours. Point n'est besoin d'être artiste de fait, ni même d'intention pour être confronté avec des problèmes du même ordre que ceux dont est fait la vie du peintre ou du sculpteur. Je serais même tenté de dire qu'il serait difficile de trouver quelqu'un qui n'eût quelques notions, si modeste fût-elle, de ce genre de problème. Quiconque a arrangé une gerbe de fleurs pour la présenter sous son meilleur jour, c'est ce qui répartir des couleurs et enlever ici pour ajouter là, en un mot, équilibrer des formes et des couleurs, sans trop savoir précisément quelle sorte d'harmonie il poursuit. Nous sentons bien qu'une tache rouge ici ou là change tout, que ce tableau qui est beau en lui-même ne va pas avec les autres, que telle petite branche verte heureusement disposée vient parfaire l'équilibre. C'est bien, il ne faut plus y toucher. Pour quelqu'un d'autre, il s'agira du choix d'une ceinture qui convienne à un tel vêtement, ou plus trivialement de la présentation d'un rôti sur un plat. Si menu soit le problème, nous avons tous le même sentiment que peu de choses suffit à détruire l'équilibre et qu'il existe une disposition préférable à toute autre. Ces détails nous semblent de peu de conséquences. Peut-être jugerons-nous maniaques ceux qui témoignent de tels soucis à l'égard des fleurs du vêtement ou de la table. Mais ce qui, dans la vie courante, peut n'être rien de plus qu'une innocente manie, devient chose essentielle dans le domaine de l'art, lorsqu'il s'agit d'assortir des formes ou de disposer des couleurs. C'est un devoir pour l'artiste d'être maniaque, ou pour le dire mieux, difficile à l'extrême. Il percevra des nuances d'ombre ou de matière que nous ne discernerions qu'avec peine, et sa tâche est infiniment plus complexe que tout ce qui nous est proposé par la vie courante. Il ne s'agit plus d'hésiter entre 2 ou 3 couleurs, 2 ou 3 formes ou 2 ou 3 goûts, mais de jouer d'un clavier pratiquement illimité. Sur la toile, ce sont des centaines de nuances et de formes qu'il s'agit d'amener à leur point d'équilibre. Une tache de verre peut tout à coup sembler trop jaune du fait qu'elle se rapproche trop d'un bleu violent. Le peintre peut croire tout perdu à cause d'une note discordante qui l'oblige à recommencer. Ce peut être un douloureux problème, et pour le résoudre, plus d'un peintre tâtonnera de jours entiers, ajoutant ici, effaçant là, apportant des modifications à peine perceptibles à l'œil du spectateur. Mais lorsque la solution est enfin trouvée, nous voyons bien que c'est en ordre, qu'il n'y a rien à ajouter, que nous sommes devant une image de perfection qui tranche sur l'imperfection de ce monde. Prenons par exemple un des célèbres Madones de Raphaël, la Vierge dans la prairie. Certes, c'est là un beau et séduisant tableau. Les figures sont d'un dessin admirable et l'expression de la Vierge observant les 2 enfants a quelque chose d'inoubliable. Mais si nous examinons les esquisses faites par Raphaël pour ce tableau, planches 17 et 18, nous apercevons bientôt que le principal souci du peintre était ailleurs. Ce qu'il recherchait avant tout, c'était le bon équilibre entre les figures, la justesse de rapport qui donnerait l'ensemble le plus harmonieux. L'esquisse sommaire de l'angle gauche montre qu'il a songé à représenter l'enfant Jésus s'écartant de sa mère, le regard tourné vers elle, et il a noté plusieurs positions de la tête de la mère pour équilibrer le mouvement de l'enfant. Puis
il a pris le parti de tourner l'enfant dans l'autre sens, les bras tendus vers la Vierge. Puis c'est une nouvelle recherche avec l'introduction du petit Saint-Jean, l'enfant Jésus regardant le spectateur au lieu de regarder Saint-Jean, comme il le fera dans la version définitive. Puis dans un nouvel essai, d'un trait cursif et comme un patient, la tête de l'enfant Jésus est suggérée en plusieurs attitudes. Le peintre remplit ainsi plusieurs feuillets, cherchant à disposer ces trois figures le plus harmonieusement possible. Et la peinture montre qu'il parvient à ses fins. Tout dans ce tableau semble parfaitement à sa place. Équilibre et harmonie obtenus au terme d'une longue recherche semblent si aisés et si naturels que nous risquerions presque de ne pas les remarquer. Pourtant, c'est précisément cette harmonie qui donne leur intensité à la beauté de la Vierge et au charme des enfants. Il est passionnant de suivre ainsi un artiste à la recherche d'un parfait équilibre. Mais si nous lui demandions les raisons de telle ou telle modification, peut-être semble-t-il incapable de nous répondre, loin de suivre des règles établies. Il suit l'inspiration du moment. Il est vrai qu'à certaines époques, l'artiste ou critique se sont efforcés de formuler les règles de l'art. Mais il faut bien reconnaître que les artistes médiocres n'ont jamais fait rien de bon en essayant d'appliquer ces lois, tandis que les vrais maîtres pouvaient toujours les transgresser pour atteindre des harmonies nouvelles, jamais entrevues. Lorsque Joshua Reynolds expliqua à ses élèves de la Royal Academy que le bleu ne devait jamais être employé pour les premiers plans et être réservé au traitement des lointains, ce principe ne fait pas de goût de son rival Thomas Gainsborough. Il voulut prouver l'inanité de semblables règles académiques et peignit son fameux Blue Boy dans le costume bleu écarlate sur des fonds d'un brun chaud. La vérité est qu'il est impossible d'établir des règles de ce genre, car tout artiste est parfaitement imprévisible dans ses dessins. Il peut même, s'il en sent le besoin, faire intervenir une note aiguë ou même discordante. De même qu'il n'existe aucun canon pour mesurer le degré de perfection d'une œuvre d'art, il est généralement impossible d'exprimer par des mots à quoi nous reconnaissons un chef-d'œuvre. Cela n'implique nullement l'absence d'une hiérarchie parmi l'ensemble de la production artistique, ou qu'il soit interdit de discuter des problèmes du goût. De telles discussions ont au moins le mérite de faire envisager les œuvres plus attentivement, et plus nous les examinerons, plus nous aurons de chance d'y découvrir des aspects qui nous avaient échappé tout d'abord. C'est ainsi que nous parviendrons à saisir la nuance particulière d'harmonie que chaque génération s'est efforcée d'atteindre. Mieux nous ressentirons ces harmonies, plus grande sera notre délectation. Des goûts et des couleurs, on ne peut discuter, dit le proverbe. Mais il ne faudra pas en déduire qu'on ne peut éduquer le goût. Chacun de nous trouvera dans son expérience la preuve qu'on peut le faire. Un palais non éduqué ne saura discerner ce qui distingue différents des vins, différentés. Mais si on le désire, si on en a le loisir et l'occasion, on parvient à discerner parfaitement les nuances gustatives les plus délicates, et ce n'est que par cet affinement de la perception que l'on pourra pleinement apprécier les crus les plus rares. Évidemment, le goût artistique est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il ne s'agit plus seulement de saisir une saveur subtile, il s'agit d'une chose beaucoup plus vaste. Les plus grands maîtres se sont donnés tous entiers dans leurs œuvres. Ils lui ont souvent tout sacrifié. Et nous leur devons bien de faire quelques efforts pour saisir leurs pensées. Il y a toujours, dans l'art, du nouveau à découvrir. Les grandes œuvres semblent différentes chaque fois qu'on revient vers elles. Elles sont quelque chose d'inépuisable et d'imprévisible, tout comme l'être humain, et on ne peut jamais prétendre les connaître à fond. L'essentiel réside peut-être en ceci, qu'il faut les aborder avec un esprit non prévenu, prêt à saisir la moindre allusion et à faire écho à l'harmonie la plus cachée, avec un esprit libéré, surtout avec des gros mots et des phrases toutes faites. Il faut beaucoup mieux tout ignorer de l'art que de posséder cette sorte de demi-savoir qui fait le faux connaisseur et le snob. On rencontrera des gens, par exemple, qui, au fait de quelques idées simples que j'ai essayé d'exprimer dans cette introduction, savent bien qu'il est de grandes œuvres d'art dépourvues des qualités les plus banales de joliesse, d'expression ou de dessin correct, mais ils sont si fort imbus de leur demi-savoir qu'ils s'affectent de ne rien pouvoir aimer de ce qui est joli ou correctement dessiné. Ils ont toujours peur d'être considérés comme des ignorants s'ils avouent apprécier une œuvre trop évidemment charmante ou émouvante. Ils finissent par perdre tout contact et par trouver très intéressant tout ce qui est au fond d'eux-mêmes les dégoûte. Je serais déjà désolé de la cause d'un tel malentendu. Dans les chapitres qui vont suivre, je me propose d'exposer l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'histoire de l'art de bâtir, de peindre et de sculpter. Je crois que le fait
d'en savoir quelque chose peut nous aider à comprendre pourquoi tels artistes ont travaillé dans un certain sens, ont recherché certains effets. C'est surtout une excellente manière de rendre notre œil plus apte à saisir les caractères particuliers des différentes œuvres d'art, et par là même déguiser notre sensibilité aux nuances les plus subtiles. Peut-être est-ce la seule manière d'aborder l'œuvre d'art comme il s'y est, mais aucune méthode n'est sans danger. On rencontre parfois dans un musée des gens qui, catalogue en main, ne s'arrêtent devant une peinture que le temps d'en trouver le numéro, d'en lire le titre et de le cocher pour poursuivre comme des maniaques. Ceux-là pourraient tout aussi bien rentrer chez eux, car ils ne font pratiquement que collationner leur catalogue sans regarder quoi que ce soit. Ceux qui ont acquis une certaine connaissance de l'histoire de l'art sont parfois exposés à un danger du même genre. Devant une œuvre, ils ne s'arrêtent pas pour la contempler, ils cherchent dans leur mémoire l'étiquette appropriée. Ils peuvent avoir lu ici ou là que Rembrandt est célèbre pour son clair-obscur. Quel admirable clair-obscur, murmure-t-il en hochant la tête chaque fois qu'il voit un Rembrandt, puis il passe au tableau suivant. Je tiens à signaler ce danger, car nous sommes tous susceptibles de succomber à des facilités de ce genre. Je ne voudrais à aucun prix que cet ouvrage puisse contribuer à favoriser ce genre d'incompréhension. Je voudrais qu'il aide les gens, et je voudrais qu'il aide les yeux à souffrir et non les langues à s'agiter. Bavarder sur l'art à tort et à travers n'est pas chose très difficile, car à force d'être employé, le vocabulaire de la critique a perdu beaucoup de sa précision. Porter sur un tableau un regard nouveau et s'efforcer d'en faire la découverte est chose beaucoup plus difficile, mais entraîne à coup sûr une récompense dont le caractère imprévu n'est pas le moindre attrait. Et nous avons fini l'introduction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si le contenu ou le format vous plaît. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, parce que j'ai d'autres bouquins, etc., ou si je peux parler d'artistes ou de trucs comme ça, ce serait avec plaisir. Je pourrais faire des petites vidéos qui les présentent et qui présentent leurs œuvres. Parce que je trouve ça intéressant de comprendre l'art et de voir ce qu'il en est. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner ou à activer même les notifications si jamais vous êtes impatient de voir mes vidéos.